comme on comprend, c'est que tu as eu tout ce cheminement pour arriver au Kishinkai, tu es enseignant, tu pratiques, tu fais partie des cadres, tu as investi beaucoup de temps dedans alors que tu es un ingénieur, et enfin, tu as fait des études dedans. Et est-ce que du coup, ça a changé par exemple ta vision aussi de ton travail? Est-ce que ça a changé ta vision de tes relations avec les autres, de pratiquer l'aïkido? Alors, je pense pas que ça ait vraiment changé ma vision du travail. Alors, si ce n'est ce qu'on m'avait dit à un moment précédemment sur le fait de vouloir approfondir et comprendre et progresser. Et c'est un aspect que j'ai aussi dans mon travail, ça donc, pour comprendre, je suis ingénieur avec un doctorat donc dans le domaine de la physique et plutôt de la microélectronique. Et en fait, j'ai un travail qui, par certains aspects, pourrait paraître rébarbatif, puisque c'est quelque chose d'assez concret. Hein. J'interviens dans du développement de produits plus ou moins grand public. À un moment, c'était plutôt pour des téléphones. Maintenant, c'est pour d'autres domaines, mais on va dire globalement grand public. Et donc, dans ce travail-là, où je vais répéter de manière relativement régulièrement les mêmes tâches, mais avec cette idée de se dire comment je peux faire mieux, voilà, d'avoir ce sentiment de progression, et parce qu'à chaque nouveau projet, c'est des nouvelles, pas vraiment compétences, mais en tout cas connaissances. Voilà, donc on va retrouver ce cheminement-là, d'avoir envie de progresser, de faire mieux, de savoir mieux ce que je fais et tout ça, et pas de survoler en changeant. Donc ça, tu disais tout à l'heure, le fait de toujours vouloir t'améliorer un peu. Ouais, voilà, c'est ça, on retrouve vraiment ça. Et dans le rapport aux autres, j'aurais envie de dire, c'est sûr que ça a eu un impact. En même temps, on va dire, si j'ai commencé l'aïkido, Aikijutsu 2006, on va dire donc vraiment l'aïkido 2008, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais étudiant, enfin lycéen, puis étudiant. Entre-temps, après j'ai fait de la thèse, j'ai commencé mon travail, je me suis marié, j'ai eu une petite fille. Avant ça, déjà, quand je me suis mis avec Magali, elle avait ses enfants. Donc en fait, il y a tout le cheminement personnel d'une vie, quoi. Donc c'est pas forcément facile de savoir, de démêler, okay, ça c'est l'aïkido, ça c'est juste la maturité. Mais globalement, je pense que l'aïkido a quand même un impact assez fort, ne serait-ce parce que on en parlait un moment, donc ce qui m'a fait venir à l'aïkido au début c'était les enseignements de légèreté, tout ça, mais ce qui m'a fait rester, ou en tout cas un moment, donc c'est le côté martial, le côté pragmatique, le côté simple, donc on reste dans du travail aussi de sensation, mais aussi tout le travail mental qui s'accompagne de ça. En gros, d'essayer d'être, on va dire, l'œil du cyclone, de rester calme malgré la sollicitation externe. Et donc de gérer ses émotions. Alors ça veut pas dire éteindre ses émotions, c'est-à-dire les gérer, savoir les canaliser. Et donc par rapport à ça, je pense que oui, ça a eu un impact assez conséquent. Et si je regarde, encore une fois, il y a aussi une histoire de maturité de tout ça dans un travail dans lequel on évolue, mais certaines réactions que j'ai pu avoir, on va dire, quand j'ai commencé à travailler dans mon entreprise précédente en 2015, et les réactions que j'ai pu avoir au bout de quelques années ou même maintenant, elles sont plus les mêmes. J'ai jamais été un excité au boulot, dans le sens à m'énerver avec les gens. J'ai toujours été respectueux, mais je pense que plus ça va, plus je suis calme, plus j'accepte que. En fait, je peux accepter des trucs qu'on me dit sans que ça m'impacte. En fait, d'accord ou pas d'accord, en fait, c'est juste, ok, tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser, tant que ça reste respectueux. Voilà, donc par rapport à ça, et c'est vrai que c'est dans les points qui ressortent des fois quand on discute avec les collègues, c'est vraiment calme tout le temps, quoi. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui pourra t'énerver. C'est intéressant parce que du coup ça montre que les pratiques corporelles changent un peu ton intention. Et je fais un lien un peu étrange, mais on remarque au Kishinkai vous avez la particularité de faire toujours l'arme avant le corps. Est-ce que cette particularité du coup se met en avant aussi par exemple, d'être capable de capter quelque chose avant d'arriver? Et du coup, est-ce que le conflit arrive et on le capte ou c'est quelque chose qui se change comme ça? Je prends cet exemple, mais comme un autre, quoi. Alors, l'arme avant le corps, l'idée, ça serait, si on voulait faire un parallèle, ça serait dire qu'en fait, j'ai envoyé un scud ou un mail à quelqu'un avant d'avoir fait les signaux pour le surprendre. Donc, en ce sens-là,
dois dire non. Alors de capter, je pense, d'un côté oui, puisque c'est tout le travail justement sur un peu l'intention, la perception, avoir conscience de son environnement, avoir conscience de soi, donc en fait de savoir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, avoir éventuellement réfléchi précédemment aux limites, en fait avant la situation, en fait le dojo aussi, on caricature un peu, mais en gros c'est avoir préparé des situations pour avoir des solutions adaptées le jour, si jamais il devait y avoir un jour en dehors du dojo. Donc effectivement par rapport à ça je pense que ça aide. Après encore une fois je pense que c'est surtout en fait avoir conscience que globalement la personne en face peut pas vraiment nous atteindre, savoir souvent que c'est accepter que la personne en face est peut-être plutôt maladroite, éventuellement incompétente, mais voilà, même l'incompétence c'est pas de la méchanceté et on peut dans certains cas en vouloir une personne d'être incompétente, mais en soi non, il faudrait plutôt voir comment on peut l'aider, comment on peut éventuellement combler les lacunes. Mais... Je vois ce que tu veux dire. En fait, ma comparaison n'était pas bonne. En fait, ce que je voulais expliquer, c'était quelque chose qui n'avait presque aucun rapport avec la vie de tous les jours. L'arme avant le corps n'a aucun rapport avec... mais qu'en fait, comme la dissociation, en fait, on se dit c'est bizarre, parce que si on va attraper par exemple ce verre, il faut souvent qu'on ceci aussi, ça dépend de la vision des choses. Est-ce que des choses qui n'auront rien à voir avec la vie de tous les jours pourraient en fait se mêler à cette vie de tous les jours? Oui, alors ça, sur ça, ce qui était vraiment le début de ta question, effectivement, la pratique corporelle peut avoir un impact sur sa vie de tous les jours. Mais je pense qu'il y a deux conditions. Un, c'est déjà de le vouloir, parce qu'à mon avis, on peut aussi pratiquer en se disant non, mais ce que je fais à l'aïkido, c'est 1h30 par semaine et ça reste à l'aïkido. Alors je pense j'imagine que si on fait ça pendant longtemps, ça finit quand même par infuser un peu, par avoir un impact. Donc à mon avis, il faut quand même le vouloir et il faut un investissement aussi au moment où on est dans la pratique. Si on fait de l'aïkido en étant plus en train de papoter avec son camarade de pratique et en pensant à autre chose, il y a quand même moins de chance. Après, il faut aussi que ce qu'on cherche ait effectivement une sorte de rapport avec ce qu'on veut développer. Et je sais que donc, au début, j'ai commencé par de l'aïkido fédéral, donc très rond, et en fait, ça m'allait très bien avec mon tempérament. Dire en fait, j'accepte les choses, j'accepte, et en gros, comme si on voulait diluer sans jamais retourner. Alors, ce qui n'est pas complètement vrai, puisqu'en gros, en l'aïkido F3A, on voit des grands mouvements, mais qui finissent par revenir sur l'autre. Mais en se disant, ok, en tout cas, j'accepte de prendre, de diluer, de diffuser, et sans être vraiment incisif, tout ça. Quand j'ai commencé à suivre Léo, je lui avais posé cette question sur les 3 premières fois où je l'avais vu quand il était venu à Lyon. J'étais dans la voiture avec lui sur la fin du stage et je lui ai dit mais est-ce que tu penses vraiment que on peut changer avec la pratique, notamment parce que le côté hyper incisif de Léo, ça correspondait pas du tout à mon état d'esprit. En tout cas, je pensais que ça correspondait pas à mon état d'esprit. Donc, mais voilà, sa réponse c'était oui, si tu en as envie et que tu t'investis dedans, oui. Et je pense que, alors peut-être que gamin, j'avais un côté un peu incisif, mais je pense pas. Pour j'ai plutôt été effacé, un peu timide, un peu tout ça. Donc et ça veut pas dire que maintenant je rentre frontalement dans les gens, pas du tout. Il y a justement cette idée de, en fait, on laisse couler, on laisse passer, on refuse le combat jusqu'au jour ou jusqu'au moment où on estime que non, c'est plus possible, que derrière en fait ça va aller trop loin. Donc en fait aller trop loin, ça va m'impacter, ça va avoir un effet sur moi, sur mon environnement, tout ça que je ne veux pas accepter. Voilà, à partir d'un moment, ok, dans ce cas-là, je rentre. Alors rentrer, encore une fois, vie de tous les jours, c'est pas nécessairement, 99% des cas, ça va pas être d'aller frapper la personne, mais ça va être de mettre les choses au clair, d'expliquer. En fait, ça reçoit un parallèle, c'est tant qu'on peut faire hooker et chuter, on chute, et puis au moment où en fait la technique nous prend trop, on est obligé de réagir à la technique. Oui, c'est ça, voire même, encore une fois, je reviens vraiment, on refuse le combat, puis effectivement, éventuellement, on accepte de faire partenaire, de dire, ok, vas-y, défoule-toi, t'as besoin de ça. Tant que ça m'impacte pas, il y a un moment, stop, ok. Mais ça doit pas être forcément fait violemment, c'est pas le but. Encore une fois, si on parle de relations privées, professionnelles ou autres, surtout pas. Mais justement, ok, stop, voilà, c'est comme ça. Alors après, encore une fois, si on peut argumenter, si on peut être factuel, si on peut être rationnel, c'est probablement mieux, ça marche mieux, surtout dans un cadre professionnel. Ça peut être une forme d'art martial d'argumenter, trancher. Ouais, non, mais c'est ça, et ça veut pas dire. Là où on va dire que ça diffère un peu, c'est que si on imagine l'art martial, on refuse le combat, puis quand on refuse, la personne doit être à terre et ça doit être fini. Dans le cadre professionnel, c'est pas ça. Mais par contre,
au moment où on décide de rentrer, il faut que les choses, ok, on repart sur d'autres bases, on peut en discuter, on peut se remettre d'accord, on va discuter pour que les choses se passent mieux, parce qu'on a besoin de travailler avec la personne, ou parce que, peu importe les raisons, mais la finalité nécessairement n'est pas la même. En tout cas, je parle du travail, donc je suis salarié dans une entreprise. Hein. Je suppose que c'est pas la même chose, je suis à peu près sûr. C'est pas la même chose si on est à son compte et qu'on doit gérer des rapports avec des personnes avec lesquelles on a un certain nombre d'interactions. Je conçois tout à fait qu'un chef d'entreprise, en fait, le moment où il accepte des choses de certains clients ou autres, et un jour il dit non, stop, c'est fini. Et je pense que ce parallèle-là, pour le coup, je le dis en pensant à Magali, donc mon épouse, qui clairement en fait applique ça depuis quelques années en fait. Et chez elle, on a bien vu cet effet du Kishinkai, c'est-à-dire ok, j'accepte, finalement, ok, stop. Et c'est pas violent, c'est pas méchant, c'est juste stop. Ça s'arrête. Et ça s'arrête. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, on a le lien est encore plus évident, je trouve, par rapport à la pratique martiale que dans un cadre salarié et collègue où on voit éventuellement. Je vois. C'est intéressant parce que du coup, comme on voit qu'il y a quand même cette diffusion qui se fait en dehors du dojo, on en vient à cette notion qu'on parle souvent dans les arts martiaux, qui est le do de Budo, la voix. Comme le Kishinkai est une voix très pragmatique, cette côté philosophique n'est peut-être pas toujours celle qui ressort en premier, et même, je ne sais pas si toi-même tu as quelque chose qui est infuse, mais vu ce que je dis ici, il y a quelque chose de, je sais pas, de philosophique, mais en tout cas qui transcende en fait le dojo, qui sort du dojo, qui est un parcours, un cheminement. Est-ce que cette notion de do te parle? Oui, complètement. Je pense dans mes débuts dans les arts martiaux, c'était l'image qui me plaisait, et à un moment, en fait, c'est plus l'image qui plaît, c'est le fait, entre guillemets, le vivre, et c'est vrai, en plus, le do, avec l'idée de la montagne qu'on est en train de gravir, mais chacun avec des chemins différents, vous ne pouvez pas voir, on est dans la maison, mais donc ici, on est vers Grenoble, il y a des montagnes tout autour. L'environnement de la montagne et l'image de la montagne me parle bien. En fait, on peut imaginer tous avoir un sommet vers lequel on a envie de tendre. Le voyage est hyper important, c'est là où on profite de la vue, mais c'est aussi l'effort, le goût de l'effort. Si on va en montagne, en général, on fatigue un peu avec les dénivelés. Donc voilà, à la fois c'est du plaisir, c'est de la sensation, c'est du travail corporel, c'est de la persistance dans la continuité de ce qu'on veut faire. Et en plus, voilà, c'est vrai que l'idée de se dire, oui, c'est pas juste sur le moment où je suis dans le tapis, mais ça m'infuse, ça a un impact à côté, oui, c'est important. Je sais plus si on l'a dit, cette idée de progression, mais encore une fois, c'est que cette progression, elle fait partie d'un tout, et c'est cette pratique qui permet un certain équilibre, en tout cas qui me permet cet équilibre-là, qui me fait que j'ai une vie que j'aime beaucoup. Je suis assez content pas parce qu'elle est fantastique, non, mais c'est un équilibre où j'ai l'impression de profiter de plein de choses. Encore une fois, j'ai des conditions favorables sur certains aspects, mais du coup, c'est le cheminement. En tout cas, une harmonie, moi, qui me va. Je me verrais pas aller au travail 8 heures par jour sans y prendre un minimum de plaisir ou d'intérêt. Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai un travail qui m'apporte un intérêt, un stimuli, mais en même temps qui me permet d'avoir un équilibre en ayant de la pratique, en passant du temps. La pratique me prend certes beaucoup de temps, mais c'est aussi ce qui me permet un certain équilibre mental, ce qui fait que, je disais, j'espère que quand je suis à la maison, je suis quand même principalement de bonne humeur, et donc disponible pour la vie de famille, pour passer du temps, pour passer des bons moments, mais aussi pour toutes les tâches moins rigolotes, mais qu'il faut bien faire. Donc le dos au sens de le goût de l'effort, je participe, j'ai du plaisir, mais en même temps, ça me fait grandir, et en me faisant grandir, j'espère que ça peut aussi avoir un effet positif sur les gens autour de moi. Je suppose que dans une maison, on grandit mieux si on voit son père qui est de bonne humeur et qui en même temps ne se laisse pas aller, mais envie, a des objectifs, envie de faire des choses, et qu'il essaie un peu de nous transmettre ça, et que, je pense que c'est assez salutaire sur ça, parce qu'on disait, c'est plutôt bien pour moi d'avoir un domaine où on se sent relativement compétent, parce que ça donne confiance, ça donne envie de faire d'autres choses. Si on a confiance, globalement, on est plus accessible aux autres aussi, on a peut-être moins de biais négatifs
Enfin voilà, tout ça, c'est vertueux, quoi. C'est un truc qui est bien, puis on a un truc qui est bien. Et bah du coup, si on est bien au dojo, qu'on est bien dans sa famille, bah, probablement qu'on est plus disponible aussi au travail. Donc l'impact qu'on va avoir sur les collègues peut être positif. Alors après, faut être un minimum compétent aussi, sans parler de casser des briques. Mais voilà, si je suis juste sourire avec les collègues et que je fais mal mon boulot, ça va quand même leur poser problème. Donc voilà, tout ce sérieux, cette envie de bien faire, en fait, on le retrouve un peu partout. Donc c'est tout, ouais. Oui, du coup, ça impacte automatiquement autour de toi. Ça infuse. Et est-ce qu'on pourrait dire que du coup, sans être vouloir jouer au pédagogue, tu transmets autour de toi quelque chose par ton comportement qui est un comportement qui est comme si tu étais le vecteur des préceptes du dojo. Alors sans se prendre pour n'importe quoi, mais juste que les choses qui se passent au dojo, le salut, le comportement un peu autrui, comme tu disais, laisser passer, le fait de pas pousser dans le salon pour dire de pas pousser les situations, de tout ça, ça permet en fait après les gens te voient, comme tu disais, tes collègues te disent ah t'es calme. Et est-ce que tu penses que ce truc-là tu transmets, en fait, est-ce que les gens se disent ah tiens ça c'est un truc à prendre, tu penses? Alors au dojo, si je prends au dojo, que j'essaie de transmettre, alors d'abord c'est d'essayer de transmettre l'aïkido Kishinkai, ok, et derrière effectivement j'espère que dans l'attitude, dans ma façon d'être, je vais leur donner envie d'être bienveillant. En fait, je pense que le premier truc que j'ai envie de transmettre, qui est vraiment pour moi un des mots-clés du Kishinkai, c'est la bienveillance. Je pense à ce que on n'a pas développé, mais c'est un lien avec le nom du Kishinkai. Alors Kishinkai, c'est le groupe de ceux qui approfondissent dans la joie. T'as pas forcément une notion de bienveillance, mais en tout cas, je suis pas sûr qu'on puisse être dans la joie si les gens sont malveillants autour. Voilà. Mais on retrouve l'idée de groupe, de ceux qui approfondissent, et effectivement, probablement qu'un groupe où les gens sont bienveillants entre eux avancent. Je sais pas si c'est plus vite, mais probablement, et en tout cas avance mieux. Et avance plus soudé. Et cette notion de bienveillance, pour moi, elle est fondamentale parce qu'on vient tous au dojo pour des raisons différentes, on y reste pour des raisons différentes, on y vient avec des objectifs différents, un investissement qui est différent, et pour autant, je sais pas si c'est sûr, je peux avoir cette tentation des fois en tant qu'enseignant d'avoir envie de donner plus aux élèves qui sont ultra motivés et qui avancent vite, parce qu'en fait on se dit c'est assez cool, il progresse vite, il apprend bien, et du coup on peut même voir l'effet, plus il progresse, plus il va me faire progresser, enfin il peut y avoir un peu ce biais-là. Non, ok, lui il vient une fois par semaine, mais il fait l'effort de venir une fois par semaine, il arrive à être régulier, bon, même quelqu'un qui est un peu moins. Ok, mais il vient quand même. Ça fait ok, il est peut-être pas là toutes les semaines, mais il fait quand même l'effort de venir. Quand il est là, il est dedans, il a envie, il essaie de faire au mieux avec les contraintes qu'il a, le temps qu'il a disponible. Donc je pense que ça, c'est ce côté bienveillant sur ça, et puis bienveillant, encore une fois, ça fait 15 fois que je répète la même chose, il a toujours pas compris. Ouais, c'est pas grave, il a peut-être besoin que je répète 50 fois. Et en même temps, il y a probablement des choses qu'on a dû me répéter 100 fois. On progresse tous à un rythme différent, et si quand j'avais commencé on m'avait dit avec une merde, t'avances pas, ça m'aurait peut-être freiné. Oui. Attends, c'est cool ce que tu fais. Ah ouais, c'est cool ce que je fais. C'est vrai, je le fais un peu mieux que la semaine dernière. Voilà. Et ce côté bienveillant pour moi c'est vraiment important. Donc j'essaie d'être comme ça avec mes élèves. Je veux pas dire que des fois je suis pas un peu cassant, mais c'est pas méchant. C'est pas voilà. Du coup, au sein du dojo, en tout cas, j'ai ça. Après, je pense pas que je joue jamais enfin, j'espère pas. En tout cas, que je joue au maître, au dojo, j'ai le savoir, tout ça. Non, en plus, alors ça devient de moins en moins vrai, mais pendant un certain temps, j'étais quand même souvent le plus jeune du dojo. On a commencé à enseigner il y a 10 ans. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas de rapport de vieux maître, quoi. Et puis, l'aïkido, en plus dans le coin, fait qu'on attire quand même une certaine catégorie de personnes. Je vais pas jouer au vieux maître avec eux, quoi. Ils ont leur vécu, leur expérience, leur savoir. Par contre, voilà, dans l'attitude, effectivement, bon, je sais pas si c'est leur transmettre ça, mais en tout cas, leur faire qu'ils se sentent bien et qu'ils se disent, ok, c'est un endroit où je me sens bien le dojo. On va dire une seconde maison, mais un peu cette idée-là. Du coup, au boulot, j'essaie rien du tout de transmettre. Je suis là pour travailler, faire que ça se passe bien pour moi. Et il y a cette idée dans la culture japonaise de ne pas déranger. En tout cas, je vais essayer au moins de ne pas être une entrave pour les autres. Après, s'ils estiment qu'ils peuvent compter sur moi, tant mieux. Et quand je peux aider, j'aide. Par contre, encore une fois, le côté bienveillant, alors j'aime pas
la bienveillance quand elle dégouline non plus, quoi. C'est pas le truc, j'en fais trop, Un peu la béatitude. Ouais, c'est ça, et je suis pas une mère poule, quoi. Je fais mon boulot, et quand on a besoin d'aide, ben, si c'est dans ce que je peux faire, j'aide, et si quelqu'un fait une erreur, par contre, voilà, je vais vraiment essayer de pas avoir une attitude négative envers la personne. T'as fait une erreur, ok, comment on peut récupérer le truc, et j'espère, j'ai eu quelques retours là-dessus qui sont ok. Globalement, on considère que mon attitude est plutôt positive et que ça donne envie de travailler avec. Et en fait, si tout le monde essaie de faire un effort comme ça et qu'on a tous envie de bosser ensemble, encore une fois, ça rejoint l'histoire du groupe. Une entreprise, c'est quand même un groupe. Et bah, si on a tous envie d'avancer ensemble dans la même direction, bah, ça se passe mieux. Tu parles là du groupe, d'entreprise, et ma question est, je me perds un peu dans ma question, mais je vois où je veux aller, c'est que c'est le principal. Ma question c'est, ce groupe, est-ce que tu retrouves cette même chose au dojo? On sait que l'aïkido s'enseigne dans les dojos, le dojo c'est comme souvent un lieu un peu austère, et est-ce que tu arrives à toujours avoir cette ambiance justement bienveillante, relâchée? Alors tu disais que tu étais bienveillant, mais une fois que tu étais un peu cassant. Justement c'est quelque chose un peu plus, je ne vais pas dire le mot jeune, mais moins austère et vieillot que l'image qu'on va avoir du vieux dojo au fond. Oui, je pense. Alors, voilà. Déjà, un élément qui est complètement indépendant de ma volonté, c'est qu'on travaille dans un gymnase. Parce que déjà, on n'a pas ce côté austère. À partir de la rentrée, on sera dans un dojo, ça va changer un peu les choses, mais j'espère pour autant que ça ne sera pas austère, qu'on se sentira juste encore mieux. Après, alors c'est un peu différent de quand je donne un stage et quand je donne un cours. Puisque stage, il y a quand même des pratiquants que tu connais pas forcément très bien. Ils viennent pour une journée, c'est vraiment un effort, je vais dire encore plus supplémentaire. Il y a une sorte d'obligation de moyens de ce que tu dois donner, tout ça. Alors, au club aussi, mais au club, je le vis un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai du mal à me projeter dans l'image ou dans un rôle que je pourrais jouer de manière sur du long terme. Alors, fait semblant jusqu'à ce que ça devienne réel, hein, ça marcherait sans doute. Mais j'ai quand même l'habitude de dire pas mal de petites bêtises, de faire des blagues, et c'est vrai que je me verrais pas faire un cours sans en faire, quoi. Donc globalement, je pense que l'image du dojo austère, on peut pas trop l'avoir avec moi. Alors peut-être en stage, peut-être quand je suis en tant que pratiquant, où là je suis apparemment un peu moins drôle. Ici, certaines pratiquantes. Mais pourtant, je vous rassure, si vous pratiquez avec moi, je suis toujours content et de bonne humeur, même si j'ai l'air sérieux. Par contre, en tant que prof, j'essaie que les pratiquants qui viennent, encore une fois, c'est leur loisir, ils viennent après le boulot souvent, souvent ils ont quitté le boulot pour qu'ils aient fait à manger, qu'ils soient occupés des enfants, ensuite ils arrivent. Il faut que ça soit un moment de plaisir, mais voilà, le plaisir ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne progresse pas et tout ça. Encore une fois, si c'était du plaisir pour du plaisir, je ne le ferais pas. Ce qui m'intéresse, c'est de progresser avec du plaisir. Voilà, les deux, c'est vraiment indissociable. Et ceci dit, il y a un aspect, c'est que pour moi, on veut travailler le relâchement. Alors, si on est trop sérieux, je force le trait, on fronce les sourcils, tout ça, comme... en fait, je le caricature, mais c'est un peu ce que j'ai vu dans certains dojos. Ouais, non, nous on est sérieux, nous on bosse vraiment. Ouais, en fait, rien que de faire ça, essayer, moi je le sens, il suffit de se froncer un peu les sourcils, ça me tire là, en fait, c'est des postures qui ferment. Ok, on va être relâché, et en fait, sur ça, le rire, si on rigole, on est déjà plus détendu mentalement, et globalement, on est plus détendu physiquement. Il y avait Tada Sensei, que j'ai eu la chance de voir sur un voyage au Japon avec Léo, qui avait un exercice comme ça où il forçait pratiquement à rire. Donc Tada Sensei, oui, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des élèves de Sensei, du fondateur de Morihei Ueshiba, qui a 87 ans maintenant, qui pratique encore, qui fait encore des démonstrations. Avec l'âge, c'est de plus en plus compliqué, mais quand je l'ai vu, il avait pas loin des 80 ans, et c'était assez incroyable physiquement ce qu'il pouvait encore faire. Et voilà, et en fait, c'est cette idée de passer par le rire qui va amener de la joie, qui va amener de la détente, pour détendre le corps, ça me paraît intéressant. Le point de vigilance, c'est, ok, on n'est pas non plus au cirque, il ne faut pas trop se marrer, et même moi, des fois, j'ai dû me rendre compte que, là, j'en ai fait un peu trop ce soir. Parce que la fatigue est dents, t'as un peu moins d'inhibition, donc voilà. Faut trouver un juste milieu, mais en tout cas, le côté austère, même moi, je pense pas que ça me plairait en tant que pratiquant, ou en tout cas, peut-être pas sur du long terme. C'est quelque chose un peu ancien. Les arts martiaux avancent
bon, certains arts martiaux régressent pas sur la pratique, hein, pas sur le nombre de pratiquants, mais on a quand même l'impression qu'il y a une vague qui arrive depuis quelques années, en tout cas ce que je peux voir en France, où les arts martiaux ont tendance à vouloir devenir plus jeunes. On voit de plus en plus de jeunes devenir professeurs et surtout se mettre en avant. Il y a encore quelques années en arrière, quelqu'un d'aussi jeune que toi ou de moi, on n'aurait pas été professeur et mis un petit peu en avant. Tamaki Sensei, le Tamaki, qui a quand même 50 ans, mais ça fait quand même 15 ans qu'il est sur le devant de la scène, je me trompe, à peu près 15 ans. Un peu plus. Ouais, mais c'est qu'il était relativement jeune. Et il y a de plus en plus, et c'est bien, ça donne une fraîcheur aux arts martiaux, et ça fait pas un vieux coup ou une vieille odeur sans aucun préjugé là-dessus, mais d'église, quelque chose de vieux, quoi, de rance. Les arts martiaux, quelque chose de neuf. Ouais, il y a plusieurs choses, je pense, qui expliquent encore une fois, mais en fait, si on prend les anciens, on va dire, qui ont occupé le devant de la scène, en fait, ils ont commencé relativement jeunes. Parce qu'en fait, ils ont pris une place qui était libre. Et du fait de leur investissement, de leur expérience, et pendant très longtemps, ils sont restés on va dire, le top du top de leur expérience, leur entraînement, de tout le dévouement qu'ils ont eu pour les différentes disciplines. Et du coup, ça, associé au fait du respect de l'ancien, de la position dans le cadre martial, dans le cadre des disciplines martiales, fait que effectivement, ils ont conservé leur place. Ils n'ont pas trop laissé de place aux jeunes. Donc il y a des jeunes quand même qui ont voulu percer. On peut effectivement penser à Léo qui a voulu prendre cette place. Chemin étant, les anciens qui ont occupé la place, ils ont quand même dû se mettre petit à petit en retrait, qui a en partie laissé de la place. Et en plus, je pense qu'il y a aussi un changement de génération où c'est probablement moins accepté maintenant le côté juste parce que t'es ancien, tu as raison. Donc en fait, l'évolution de la société et juste l'évolution naturelle des choses fait qu'effectivement on retrouve pas mal de jeunes maîtres, experts, on donnera le terme que l'on veut, mais ou enseignants qui sont là et qui ont envie, et c'est effectivement c'est plutôt une bonne chose. Sachant que la jeunesse, ça veut pas dire non plus, faut se méfier, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a raison, c'est pas parce qu'on veut changer les choses qu'on a raison. Faut pas non plus tomber dans cette caricature, c'est pas parce que c'est ancien et que peut-être qu'ils ont fait ça pendant 50 ans, mais peut-être qu'ils ont bien raison d'avoir fait ça pendant 50 ans aussi, quoi. Il y a un compromis qui est pas toujours facile à... Toujours cette idée d'équilibre. Ouais, c'est ça, cette idée d'équilibre. Du coup, en parlant des jeunes, je finirai là-dessus. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais transmettre par rapport à l'aïkido à ta fille, qui est relativement jeune, 6 ans? Oui, je pense qu'en fait, c'est les éléments dont j'ai parlé plusieurs fois. C'est avec le goût de l'effort, le fait que quand on veut arriver sur quelque chose, ça prend nécessairement du temps. Un pas après l'autre, ça c'est important. Et encore une fois, le côté bienveillance, ça me paraît important. J'ai de la chance à démarrer dans une école où la bienveillance, je pense que c'était le maître mot. Et je trouve que pour son développement, ça l'a bien aidé et c'est hyper important. Alors, si c'est important pour elle, j'aimerais bien que derrière elle puisse faire pareil. Mais encore une fois, pas la bienveillance dégoulinante et pas une bienveillance où on n'est pas bien soi. En fait, pour être bien avec les autres et pouvoir peut-être aider les autres, accompagner les autres, ou en tout cas ne pas les déranger, pouvoir les aider, tout ça, il faut d'abord être bien avec soi. On rejoint cette histoire d'équilibre. La pratique me prend beaucoup de temps, mais c'est parce que ça me prend du temps, parce que le temps que j'y passe me fait du bien, donc je suis disponible. Et ça, je pense que c'est essentiel, quoi. J'espère qu'on arrivera à lui transmettre cette compréhension que pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi et se dire, savoir s'écouter, mais savoir s'écouter, ça veut pas dire être bien tout le temps. Savoir s'écouter, c'est aussi dire, des fois, il faut faire des choses, il faut aller un peu dans le mal, il faut se donner faut mettre de l'huile de coude, tout ça, quoi. Donc ça, en fait, je pense que les arts martiaux, et alors, c'est vrai pour l'aïkido Kishinkai pour moi, mais en fait, je pense que c'est vrai pour n'importe quelle discipline dans laquelle on s'investit, et martial, mais même, je suppose que n'importe quelle discipline, on peut penser à la musique, à la danse, mais même, je suppose qu'il y a probablement un joueur de foot ou de tennis qui investit dans sa pratique, s'il ne le fait pas purement loisir pour passer 1h30 dans sa semaine. Après, je pense probablement que ce qui se passe, c'est que la discipline martiale a un contexte et un cadre qui fait que c'est plus facilement applicable, ne serait-ce que chez soi, dans sa vie de tous les jours. Et on peut plus facilement le ramener à la maison et travailler.
quand je fais le tennis, mais je me rappelle pas quand je faisais du tennis me dire à la maison, tiens, je vais travailler mon geste tout seul comme ça, quoi. Là où la pratique martiale, tiens, attends, déjà comment on fait Ikkyo, tiens, j'ai un peu tendu ici, voilà. Ce côté-là, peut-être que l'outil martial est plus propice à avoir une exploration, une continuité au quotidien avant de revenir sur le dos. Ok, merci beaucoup. Merci, voilà. Je finis cette interview avec toi. Est-ce que toi, tu voulais que je te pose une question en plus? Est-ce que tu as quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou pas eu le temps de voir? Non, je pense qu'on a balayé large. Après, alors j'espère avoir été clair. Ça part un peu dans tous les... En fait, il y a sans doute un défaut chez moi, mais il n'y a pas de choses toujours simples. En fait, c'est toujours des équilibres, des nuances, et suivant notre humeur, en fait, il y a des aspects qui vont prendre plus ou moins le dessus, des éclairages qui vont se faire un peu différemment. C'est la réalité de la vie. Oui, c'est ça, complètement. En fait, c'est une couleur en noir. la pratique nous rend pas. Alors, j'espère qu'elle nous rend meilleur. Ça veut pas dire qu'on est meilleur que les gens qui ne pratiquent pas, c'est-à-dire qu'elle nous rend meilleurs que nous-mêmes. J'espère. En tout cas, si on pratique pour devenir moins bien, c'est même pas trop performant, quoi. C'est juste pour devenir plus un poids ou une gêne pour les autres, c'est quand même dommage. Non, je pense qu'on a balayé pas mal de points. Après, voilà, je pense qu'il y a plein de choses, on pourrait nuancer un peu, redévelopper, c'est pas le but. Il y avait un point sur la pratique martiale, enfin sur la pratique au quotidien, donc effectivement, je disais dans un des passages précédents, donc en fait tous les jours je fais au moins un petit quelque chose, une sensation, un mouvement, une technique, un déplacement, une attaque, tout ça. Il y a un point qui est assez important pour moi, c'est que depuis la saison 2024-2025, donc Magali a pris un créneau, ce qui me permet de redevenir élève une fois par semaine, et en fait ça joue, à l'air de rien, dans les entraînements. C'est-à-dire qu'il y a une fois par semaine où je peux me remettre vraiment en rôle d'élève et juste travailler. C'est assez appréciable, c'est important. C'est pas évident non plus de suivre les cours à la fois de mon épouse et qui a été comme longtemps mon élève. Mais voilà, c'est hyper intéressant. En termes d'humilité, c'est toujours bien. Ça permet aussi des éclairages, des fois de dire ouais, c'est vrai qu'à un moment, on faisait peut-être plus ça comme ça, ou elle a perçu cet aspect-là par rapport à sa personnalité, elle met l'accent. Voilà. Ce qui est, quand on parlait d'école, avec cette idée dont on a des principes communs que l'on va exploiter différemment, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas une forme fixe. Et en fait, les formes que l'on va avoir, et voire même le choix en fait, des techniques que l'on va privilégier, plutôt rentrant d'un côté, plutôt rentrant de l'autre, plutôt d'accepter, ça va dépendre vraiment de sa personnalité, des compétences ou on va dire des capacités corporelles, et c'est ultra riche. D'où le fait d'avoir des compagnons de pratique avec des corps et des mentalités un peu différentes, c'est ultra intéressant. Parce que travailler avec Arnaud, travailler avec Alex, travailler avec Jean-Christophe, les autres que je pourrais citer, mais en fait à chaque fois ils ont un aspect qui est peut-être prédominant, qui peut faire un peu défaut, ou en tout cas qui est jamais autant marqué que chez nous, et dire sur ça ils m'aident à me développer, que des éclairs. Donc le côté d'école sur ça est vraiment hyper riche, hyper appréciable. Et voilà. Non, le reste, on pourrait y discuter encore des heures, mais je suis pas sûr que ça intéresse. Merci beaucoup. Je rajouterai juste quelque chose. Je mettrai en lien sous la vidéo ton dojo. Ouais. Tu ouvres un cours en septembre de Kenjutsu, c'est de ça, comme on a parlé tout à l'heure. Si tu veux rajouter quelque chose dessus, on peut. Et sinon, je remettrai le lien dessous et puis tes coordonnées, tout ce que tu veux. Ouais, non, alors deux mots, effectivement. Donc l'idée, c'est que, comme tous les ans, régulièrement, on essaie de développer, d'amener de nouveaux projets. Et là, donc l'idée, c'est d'ouvrir ce créneau de Kenjutsu, le créneau de Kenjutsu, avec l'idée que parfois la pratique à main nue peut être limitante, à la fois physiquement ou même juste parce que ça nous plaît moins, et qu'on a un cursus aux armes au Kijinkai qui est déjà très riche, mais qu'on n'a pas forcément le temps d'exploiter sur des créneaux habituels, des créneaux réguliers d'aïkido, même si on fait toujours beaucoup d'armes. Voilà. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir explorer encore plus, de proposer aussi ce créneau à des gens qui ne seraient pas attirés par la pratique à main nue, qui n'auraient pas envie de chuter. D'accord, super. Et je mettrai tout ça sous la vidéo. Super, merci beaucoup Nicolas.